Bonjour à tous et bienvenue dans À Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Agénésie, polydactylie, syndactylie, cela ne vous dit probablement rien, mais pourtant ce sont des malformations très fréquentes de la main, du membre supérieur. Et l'annonce d'une malformation à un enfant est un choc à la fois pour toute la famille et puis pour l'enfant plus tard. Donc nous verrons dans cette émission ces anomalies congénitales, les répercussions psychologiques et surtout la prise en charge. Pour tout savoir sur ce sujet, j'ai la chance d'être accompagné par des experts et une patiente. Donc Sidonie, bienvenue. Vous êtes une patiente. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous nous raconterez votre expérience par la suite. Le docteur Stéphane Guéraud, bonjour. Donc vous êtes chirurgien plasticien, chirurgie reconstructrice, président de la Société française de la chirurgie de la main. Oui. Bienvenue et bonjour. Et le docteur Pascal Giano, bonjour. Vous êtes également chirurgien de la main et du membre supérieur. Merci. Alors bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous allons développer ça. Avant de voir un premier reportage, j'aimerais que nous plantions un petit peu le décor avec vous. Oui. Donc j'ai cité les trois mots, les trois causes les plus fréquentes. En fait, pouvez-vous nous expliquer quelles sont ces trois malformations les plus fréquentes? Les plus fréquentes sont vraiment les polydactylies. C'est tellement fréquent qu'il y a vraiment des pays où c'est pratiquement 1% de la population. Polydactylie pour nos patients, c'est Oui. trop de doigts. Trop de doigts. Ils Ouais. ont des doigts surnuméraires, le plus souvent sur le petit doigt. Il y a un doigt en plus. Oui. Et parfois, c'est un pouce qui est double. D'accord. Donc ça peut se voir. Et tellement fréquemment, je vous dis que ça peut atteindre 1% de certaines populations. Voilà. Alors parfois, c'est héréditaire. Parfois, ça ne l'est pas. En deuxième, il y a les syndactylies, ce sont les doigts qui sont collés, comme Oui. ceci. Ok. Alors, ils peuvent être collés partiellement, complètement. Et donc, on peut les séparer et obtenir des doigts généralement qui sont proches de la normale. D'accord. Et après, il y a des agénésies, c'est-à-dire des doigts qui ne se sont pas formés. Et donc, on est obligé parfois de reconstruire les doigts pour obtenir une fonction de la main, une pince ou éventuellement une prise plus importante pour pouvoir vraiment faire tous les gestes de la vie quotidienne. Alors, nous y reviendrons Oui. plus tard, mais je veux parler, est-ce qu'il y a des causes? Vous nous avez dit qu'il y a finalement, dans certaines populations, Oui. plus d'1%. Est-ce que donc il y a des causes environnementales, héréditaires? Est-ce qu'on connaît un petit peu les causes? C'est surtout héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une transmission de parents à enfants, notamment les polydactylies, c'est-à-dire les doigts surnuméraires sur le 5e doigt, viennent souvent d'une mutation qui est portée par un des parents. Et dans ce cas, il y a une possibilité sur deux que l'enfant soit également porteur d'un doigt surnuméraire. D'accord. Et avant de regarder le reportage, très rapidement, en termes de chiffres, un chiffre, ça représente combien de naissances? Un pourcentage ou... Moi, j'ai plusieurs chiffres parce que ça dépend des pays. Et je sais que normalement, aux États-Unis, dans la communauté des Afro-Américains, ça peut atteindre 17%, ce qui est quand même très énorme. Et par contre, alors en France, ça dépend aussi de la population, parce qu'il y a des populations, des bassins de population, où il y a plus de gens qui viennent des Antilles. Et là, c'est très fréquent, donc c'est très variable. En fait, on ne peut pas dire. Par contre, les pouces doubles, eux, ça n'est pas héréditaire dans la majorité des cas. Très bien. Alors nous allons commencer par un premier reportage qui va se focaliser sur le côté psychologique de l'annonce. Et nous avons échangé pour cela avec Neima Brento, qui est psychologue et qui est spécialisée dans l'accompagnement des familles et des professionnels de santé sur ce sujet. C'est un reportage qui a été réalisé par Benjamin Lecomte et Laurence Ferry. Quand un couple a le projet d'avoir un enfant, il se passe beaucoup de choses sur le plan psychologique. Donc il y a on va dire la construction de l'image de cet enfant qui va arriver, ce qu'on appelle en psychologie l'enfant imaginaire. Et il est certes que quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire au décours d'une échographie par exemple, on découvre une malformation de membre, un bras qui manque ou une jambe, c'est clair que c'est une réelle effraction, cassure dans justement ce cheminement psychologique pour le couple. Comment on s'y prend pour annoncer une malformation à un couple, l'attitude de celui qui annonce, de l'annonceur, les mots utilisés sont extrêmement importants, ils sont gravés dans la mémoire du couple à jamais. Quand on annonce qu'il n'y a pas une main, il n'y a pas un bras, il n'y a pas une jambe, ça reste quelque chose de difficile.
Et je pense qu'en tant que soignant, c'est important d'être conscient qu'on est en train de dire quelque chose de très difficile et l'accepter. C'est-à-dire, sinon on accepte ça, qu'on est en train de dire quelque chose de difficile et qu'on signifie aux couples qu'on est là pour les soutenir et accueillir aussi leur détresse, on minimise les effets traumatiques de l'annonce. Je pense que c'est important de rappeler qu'un enfant qui naît avec une agénésie du membre supérieur reste un enfant comme n'importe quel autre enfant qui a les mêmes besoins qu'un autre enfant, surtout bébé quand il vient d'arriver à la maison. Il faut rappeler que les enfants qui naissent avec une malformation de main ou de doigt, c'est des enfants qui sont en pleine santé, qui vont bien. Ils ont une différence visible, mais sur le plan de la santé, ils vont très bien. Et ils sont autonomes dans la vie quotidienne. Donc je pense que c'est important pour l'entourage et la fratrie de rester un peu focus sur ça. L'enfant va bien. L'enfant va bien, ça c'est très important. Et il faut aussi peut-être porter une attention et une vigilance par rapport à la fratrie, que les parents ne soient pas trop focalisés par rapport à la génésie de la main, mais de continuer justement à s'occuper des grands comme ils le faisaient avant, et puis que la vie de famille ne tourne pas autour de la génésie de la main. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons aujourd'hui des anomalies congénitales de la main, avec les docteurs Géano, le docteur Guéraud et Sidonie, qui nous a fait le plaisir de nous accompagner, de témoigner aujourd'hui. Docteur Géano, ces malformations congénitales de la main sont-elles isolées ou est-ce qu'elles s'intègrent dans une maladie un peu plus globale? Alors c'est variable, il y a un certain nombre de maladies qui restent purement isolées. On voit des syndactylies, des polydactylies du pouce ou des hexadactylies, comme on disait tout à l'heure avec Stéphane, qui restent complètement isolées. Et puis il y en a un certain nombre qui rentrent dans le cadre de gros syndromes, avec des anomalies cardiaques, des anomalies rénales, des anomalies vertébrales. Et c'est surtout celles-là qui sont dépistées en amont dans le diagnostic anténatal, comme on vient de le voir avec le précédent reportage. Et ce sont celles-là qui vont bénéficier en anténatal d'un parcours un petit peu particulier, avec le recours à des experts, qui soient chirurgiens, psychologues, pédiatres, pour annoncer à la famille et annoncer la suite des événements. D'accord, donc il est rare en fait que la malformation de la main nous alerte sur une pathologie éventuellement cardiaque, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on connaît déjà la pathologie cardiaque en amont. En général, oui. En général, pour les grosses pathologies, c'est ce qui se passe. Et le fait de trouver une anomalie cardiaque, par exemple, va focaliser l'échographiste à la recherche d'autres anomalies sur le reste du corps. Alors justement, je me tourne vers vous, docteur Guéraud. Justement, on parle de dépistage, probablement d'échographie au moment de la grossesse. Qu'est-ce qui se passe si l'échographie retrouve une malformation? Déjà, est-ce qu'il est obligé de la chercher? Est-ce qu'il faut qu'il la cherche? Et que se passe-t-il s'il trouve ça? Alors, déjà, comme l'a dit le docteur Géano, il va retrouver peut-être une malformation grave du cœur ou du rein qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc à ce moment-là, vraiment, on se focalise sur les membres en seconde intention. Et ensuite, on devra expliquer aux parents si on peut réparer facilement l'anomalie au niveau des membres et si on peut éviter à l'enfant un risque vital. Et c'est pour ça qu'il y a ce staff anténatal où les différents spécialistes discutent avec les parents. Donc, je pense que c'est rarement l'inverse, comme vous disiez, c'est pas une anomalie de la main qui va faire rechercher une anomalie au niveau des organes. D'accord. Et donc, cette anomalie, une fois que globalement on sait, peut-être avant l'accouchement ou après l'accouchement, qu'il y a une anomalie congénitale de la main, vous intervenez à quel moment? Dès la naissance? Plus tard? Vous voyez le patient plus tard? Parfois en anténatal, vraiment, les parents viennent et nous montrent les échographies. Et selon les hypothèses qui sont apportées par l'échographie, on leur donne un conseil le plus éclairé possible. Avec toujours une petite marge d'erreur, puisque l'enfant n'est pas encore né. D'accord. Alors, Sidonie, je reviens vers vous. On a vu le côté, la prise en charge psychologique. Vous nous raconterez tout à l'heure, dans une deuxième partie de l'émission, l'histoire de votre maladie. Mais sur le côté psychologique, justement, quelles ont été les différentes étapes d'acceptation par rapport à votre problème, et à vous, et puis familialement? Alors, ça a été
très compliqué pour ma famille, puisque je suis l'aînée de ma fratrie. Donc forcément, quand je suis née, bon, déjà c'est ma mère qui s'en est rendue compte quand on m'a posée sur son ventre. Donc pour elle, ça a été très dur. On m'a prise tout de suite pour justement les examens pour voir si j'avais pas d'autres malformations d'organes. Heureusement, j'avais rien. Mais c'est vrai qu'à la clinique, ils n'ont pas été forcément très doux avec elle et avec mon père. Après, en grandissant, bon, ça a été dur avec le harcèlement à l'école et puis les opérations. Beaucoup de phobies se sont développées à ce moment-là, mais on s'en sort, quoi. Est-ce que ça vous a peut-être forgé un caractère que vous n'auriez peut-être pas eu Oui, je pense. Bon, après, je n'ai jamais vécu sans, donc j'arrive pas à m'imaginer une vie en ayant une main normale, entre guillemets. Donc, oui, je pense que je suis comme je suis grâce à ça. Mais... Bon, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Juste, donc on parle de diagnostic anténatal, postnatal, de chirurgie. J'imagine qu'il y a différentes spécialités qui gravitent autour de ces pathologies. Donc on parle de chirurgiens, j'imagine qu'il y a donc, des psychologues, on l'a vu, des kinésithérapeutes. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la prise en charge multidisciplinaire? Alors effectivement, lorsque les enfants naissent, on va y avoir un staff commun avec psychologue, ergothérapeute, éventuellement appareilleur pour la pratique de certaines orthèses, et le chirurgien bien sûr. Et pour revenir sur ce que disait Sidonie, la première consultation avec le chirurgien est capitale à mon sens pour créer ce climat de confiance. Parce que ce sont des enfants qu'on va être amenés à suivre très longtemps. Et la preuve en est entre Sidonie et Stéphane Guéraud qui se connaissent depuis très très longtemps. Et je crois que c'est important de créer ce climat au départ. Et après, on orientera vers les différentes spécialités en fonction des besoins, en fonction du type de prise en charge. D'accord. Justement, ces centres, existe-t-il des centres spécialisés en France pour ce genre de pathologie? Si oui, combien y en a-t-il et où sont-ils? En gros, où doit le patient qui présente une malformation congénitale de la main, à qui doit-il s'adresser? Avant tout au CHU, puisqu'il y a toutes les équipes qui sont présentes, les pédiatres aussi, et éventuellement les généticiens. Parce qu'il y a toute une enquête qui peut être faite sur certaines malformations qui interrogent et qui font craindre effectivement une transmission héréditaire. Dans ce cas, c'est bien que ce soit au CHU. Après, la prise en charge chirurgicale peut être effectuée dans différents établissements spécialisés. Il y en a quelques-uns en France, mais c'est limité par le potentiel d'anesthésie. Parce que si on opère des enfants, il faut toute une équipe d'anesthésie pédiatres qui sont vraiment entraînés pour cette anesthésie particulière. D'accord. Vous me permettez donc d'enchaîner sur le reportage que nous allons voir maintenant, qui est un reportage que nous avons réalisé et qui va nous permettre de découvrir l'un de ces centres de référence. Et c'est un reportage réalisé par Benjamin Lecomte et Laurence Ferry. Parce que c'est ça, en gros, ça fait que ça... Je m'appelle Sonny Ciesinski, j'ai 21 ans et je fais du violoncelle. Je suis actuellement en première année de licence au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. À la base, je voulais faire du violon, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu petit et que ça allait être peut-être un peu compliqué. Et j'ai commencé avec du scotch, quoi. Donc on a commencé à trouver quelque chose des systèmes. Et quand quand on était en train d'expérimenter nos prothèses à la maison, on s'est vite rendu compte qu'on manquait de moyens et d'ingéniosité. C'est pourquoi on est revenu du coup à l'hôpital Saint-Maurice. C'est fou comment c'est plus facile à mettre quand c'est ça. C'est dingue, hein. Ah, c'est dingue, hein. Le rôle de l'ergothérapeute auprès donc, du CEREFAM, donc des enfants qui ont des malformations de membres, ça va être de permettre qu'ils puissent faire toutes les activités qu'ils souhaitent, donc que ce soit dans le sport, que ce soit pour un instrument de musique. Donc on va permettre qu'ils soient autonomes dans toutes leurs activités et on va aussi les accompagner dans le choix des prothèses. On commence les prises en charge dès zéro, dès le début. Souvent les prises en charge au début, dans le cadre des malformations de membres, ça va être pour des orthèses. Donc c'est des attelles de positionnement qui permettent de limiter les déformations et de remettre en gros le membre dans une position qui est plus fonctionnelle. Au sein du centre de référence, nous avons une différente typologie de consultations. On a des consultations prénatales pour faire l'annonce de la partie fonctionnelle pour ce type de patients avec des malformations de membres. On a des consultations de suivi qui est sûrement des consultations d'appareillage et des consultations aussi
et post-opératoire dans les cas des interventions très précises pour les malformations de membres. Quand les patients viennent en consultation aux hôpitaux de Saint-Maurice, on leur propose différents types de consultations. Et dans ces consultations, en tout cas, quand on a des consultations prénatales, on voit les patients, le couple, avec un médecin, un paramédical, kiné ou ergothérapie en fonction de la malformation du membre et avec une psychologue tout le temps. Et après, on a des autres types de consultations, on dirait des consultations un peu de concertation, où on donne aux patients un peu un projet thérapeutique pour cette patient, où on est aussi en équipe de la même façon, où on va proposer un projet de A à Z pour la famille, avec toutes les étapes qui font des fois certains patients avec des malformations de membres, ils ont besoin de différentes interventions. Et c'est à ce moment-là qu'avec les médecins rééducateurs, l'orthopédiste, la kiné, l'ergo et la psychologue, on est tous ensemble pour présenter ce projet. Mais tout ça, ça forme à peu près alentour de 1000 consultations par an. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons aujourd'hui des malformations congénitales de la main, toujours en présence du docteur Stéphane Guéraud, du docteur Pascal Géano et de Sidonie, que je remercie spécialement parce que je crois que vous vous faites opérer demain. Effectivement. Donc je vous remercie vraiment de votre présence. Donc nous continuons notre émission sur la chirurgie de la main. Cette chirurgie, quel est l'objectif? Est-ce qu'il est esthétique ou fonctionnel ou les deux? Les deux, très nettement, parce qu'une main qui est difficile à montrer, cachée et ne plus utilisée. Donc on essaye que la main soit la plus proche de la normale possible. D'accord. Deuxième chose, on essaye surtout de garder la fonction qu'ont déjà les patients, les enfants. De ne pas compromettre ce qu'ils ont acquis par leur propre utilisation et on essaye d'améliorer, mais surtout ne pas mettre en danger ce qu'ils ont acquis. D'accord. Alors, on va essayer d'être le plus simple possible, mais sur les trois pathologies dont on a parlé, polydactylie, syndactylie, agénésie, c'est brièvement, c'est difficile, j'imagine, mais pouvez-vous décrire quel est le type de chirurgie que vous utilisez? On va parler par exemple d'une polydactylie. Alors, dans polydactylie, il y a un doigt en plus, en trop. Donc, il y a des choses simples, en particulier sur le 5e doigt, lorsque le doigt, le plus fréquemment, pend. Bon, c'est très simple, on l'enlève. Parfois même, ça se fait encore de temps en temps à la maternité avec un petit fil. Je veux dire que je ne suis pas très favorable à ça, mais peu importe. Et le pouce, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un doigt sur lequel il y a un appareil tendineux complexe, des muscles, des ligaments. Et là, l'intervention est un peu plus sophistiquée et demandera un peu plus pas de soins, mais d'attention pour réparer tous les systèmes ligamentaires pour donner un pouce stable et qui va grandir dans l'axe afin qu'il soit mobile. D'accord. Oui. Une petite chose pour le pouce, c'est-à-dire que ce n'est pas un pouce surnuméraire. C'est comme si le pouce s'était divisé en deux. Et donc, on doit expliquer aux parents qu'aucun des deux pouces ne sera normal. Oui. On va en enlever un, on ne dit surtout pas amputer, c'est un terme qui est affreux, et qu'on va au contraire reconstruire l'autre doigt pour que ce futur pouce soit le plus axé, comme le disait Pascal, et le plus mobile et surtout stable. Parce que même si un pouce est raide, il sera fonctionnel. Mais s'il est instable, il est exclu et l'enfant n'utilise plus son pouce. D'accord. Une syndactylie, je rappelle pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est des doigts collés. Les doigts collés. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, quand on veut les séparer, on est toujours confronté à un problème, c'est que pour séparer les doigts, on va manquer de peau. Donc dans la plupart des cas, il faut faire une greffe de peau et donc bien expliquer aux parents qu'on va prendre la peau à un endroit qui ne se voit pas et en plus qui est de la même couleur, ce qui peut être très compliqué sur des peaux africaines. Et donc on essaye souvent de prendre au niveau du poignet, au niveau du coude. Parfois, quand on a besoin de grande quantité de peau, à côté, donc, je dirais, de la hanche, parce que là, on a vraiment une grande quantité de peau, parce qu'on doit refermer là où on prend. Et donc, si la greffe est bien prise, ça peut être assez discret. Si c'est mal fait, ça laisse vraiment des traces qui sont inesthétiques, et on veut absolument éviter que la greffe se voie. D'accord. En quelques mots, une agénésie? Alors l'agénésie, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'absence de pouce ou de doigts. Alors, on peut dire que sur les doigts longs, en dehors des cas où il manque plusieurs doigts, où là on fait quelque chose pour les réparer. L'agénésie, le problème, c'est surtout pour le pouce, où l'intervention reine
pour rétablir effectivement une pince, c'est d'aller transposer un doigt long, en particulier l'index, à la place du pouce. C'est une intervention qui est compliquée, qui nécessite, comme pour la duplication, de rétablir le système ligamentaire, le système osseux et de redonner un pouce stable. Ce sont des belles interventions qui donnent des pouces fonctionnels, qui doivent être faits relativement vite et précocement, afin que l'enfant s'en serve. Et on s'est aperçu avec Stéphane que les enfants opérés trop tard, souvent s'étaient habitués à vivre sans ce pouce et utilisaient les doigts d'à côté en pince latérale. Et c'est toujours un peu décevant. Donc je crois qu'il faut militer pour que ces interventions se fassent le plus précocement possible. Alors justement, avant de donner la parole à Sidonie, c'était ma question. Quand faut-il opérer un enfant? Très précocement Alors, tout dépend des doigts. Si c'est par exemple le pouce qui est double, on essaie de le faire dans la première année, vraiment à 1 an, parce que les enfants utilisent ensuite de façon très fine pour l'opposition entre le pouce et les autres doigts vers 13 mois. C'est le développement naturel. Donc on essaie de les opérer avant pour que le nouveau pouce soit en place vers 12 mois et qu'ils puissent l'utiliser bien. Après, pour séparer des doigts, lorsqu'il n'y a pas de problème de croissance, de déformation des doigts, on le fait généralement vers 18 mois. On attend que les enfants soient un peu plus grands. Mais si, par exemple, c'est l'index et le pouce qui sont collés, là, on reviendra à une intervention vers 1 an parce qu'on veut que le pouce soit libre. Donc tout dépend vraiment du calendrier. On doit discuter avec les parents. Et puis si, en plus, les parents parfois habitent à l'étranger, c'est encore un peu plus compliqué. Donc on doit voir est unique. Si on fait une intervention tous les 6 mois ou tous les ans. D'accord, très bien. Sidonie, je me retourne vers vous. C'est votre tour maintenant. Nous aimerions que vous nous racontiez un petit peu justement votre histoire médicale. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Alors, ma malformation congénitale, on ne s'en est pas rendu compte sur les échographies, donc c'est ma mère qui s'en est rendu compte. Et en fait, j'avais pas d'os dans les doigts, à part le pouce, qui était à peu près normal, si on peut appeler ça normal. Et donc, en fait, on a vu beaucoup de chirurgiens. Je viens de province, de Reims, donc... C'est une grande ville, tout de même. Oui, quand même. Mais j'ai vu beaucoup de chirurgiens. Il y en a un qui voulait me couper un doigt, parce qu'il trouvait qu'il ne servait à rien. Donc à ce moment-là, mes parents se sont vraiment inquiétés et ont dit, bon, on va essayer de se tourner sur Paris. Donc ma marraine, qui est endocrinologue, a trouvé le docteur Stéphane Guéraud, que j'ai vu et qui a réalisé des autogreffes en prenant les os de mes orteils pour les mettre à quel âge vous avez été opérée dans pour mes la doigts première fois? À 1 an et demi. J'avais 18 mois. D'accord. Et par la suite, il y a eu d'autres opérations? Là, demain, c'est la 7e. La 7e? Voilà. Donc en plusieurs étapes? Oui. Ça s'est fait en plusieurs étapes? Alors donc, il y a eu d'abord, on fait 2 doigts par 2 doigts. Donc j'avais fait une première intervention pour les doigts les plus importants. Généralement, c'est l'index et le 5e doigt, mais ça dépend aussi des situations. Et ensuite, on fait les autres doigts. Donc séparés par 6 mois ou 1 an d'intervalle. Mais après, on est confronté à la croissance. C'est le problème qu'il y a avec les enfants. C'est que parfois les os qu'on a transplantés grandissent quand même et peuvent entraîner des conflits avec le bout du doigt, avec la peau qui est très sensible et ça peut entraîner des douleurs. Donc on est parfois obligé de refaire l'extrémité du doigt. D'accord. C'est pour ça qu'il y a plusieurs interventions. D'accord. Alors vous, comme vous avez pu le voir, ça va très vite. Néanmoins, j'aimerais, avant de conclure, vous poser une question parce qu'on a parlé beaucoup d'enfants. Prénatal, après, par la suite, mais on n'a pas parlé d'adultes. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir à intervenir sur des adultes pour lesquels il n'y a rien qui avait été fait auparavant? Alors, ça nous arrive, on a des consultations encore un petit peu atypiques qui viennent dans les centres de chirurgie de la main avec des patients qui ont des syndactylies qui ont 40 ans, 50 ans, voire des 2 pouces, ça nous est arrivé. Alors, il faut se poser une question, c'est pourquoi viennent-ils consulter maintenant? Oui. Y a-t-il eu un changement dans leur vie? Y a-t-il eu un échec, une agression qui les motive vers cela? Et comme disait Stéphane tout à l'heure, même quand on opère des enfants, l'objectif c'est d'améliorer un état tout en respectant l'état antérieur. Et chez l'adulte, je crois qu'il faut encore être plus méfiant de ne pas déstabiliser quelque chose avec laquelle la personne vit depuis très très longtemps. Donc il faut être méfiant et moi, ces patients-là, on ne l'opère pas souvent, mais il faut les voir plusieurs fois, à mon avis, avant de prendre une décision chirurgicale, voire passer par un psychologue avant d'envisager un geste chirurgical. Okay.
Écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. Vous avez vu, ça passe vraiment très vite. Je vous remercie vraiment tous les intervenants. Sidonie, mais encore merci d'être présent. Merci aux téléspectateurs. C'est la fin d'A Tout Santé. Nous remercions donc tout le monde et puis nos téléspectateurs également. N'oubliez pas que vous pouvez visionner cette émission dès demain sur notre chaîne YouTube A Tout Santé et nous adresser vos commentaires et vos questions sur le Facebook ou sur l'Instagram A Tout Santé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'A Tout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.